Paul Volpe, le renard. Ce criminel prudent et vigilant vient à la rencontre de deux hommes pour régler la dette d'un prêt usuraire. Des ruelles miteuses aux plus grands hôtels, cette ville est celle du renard. Par contre, cette journée n'est pas comme les autres. Ses rivaux planifient un meurtre. Pas question d'ignorer cette attaque sur son territoire. Dans les années à venir, il sera reconnu comme l'un des gangsters les plus rusés et insaisissables. Malgré une vie passée sous les feux des projecteurs. Paul Volpe a travaillé dur pour assurer son succès. Ce mafioso fait les choses comme bon lui semble. Listen, babe, I gotta step off for a little bit, okay? I know we're important. I just gotta go see an old friend. He called me on the phone. I haven't seen him in quite some time, okay? So I'm gonna go spend a little time with him, and I'll see you tonight, all right? Okay. Okay, honey, don't worry about it. Paul Volpe est peut-être le premier mafioso moderne. On a beaucoup parlé de lui. Il était très connu. Il était aussi une cible dans différents milieux. C'était un personnage étonnant de la pègre. C'était un homme dur, fort et très intelligent. Paul Volpe était un homme de pouvoir très différent des autres. Il faisait les choses à sa façon. Le mot Volpe signifie renard en italien. Et Paul Volpe était définitivement rusé comme un renard. Il faisait parfois preuve d'un peu trop d'astuce. Paul Volpe a vécu les 30 premières années de sa vie dans le quartier le plus pauvre du Canada. Paul Volpe est né en 1927 dans le Ward. C'était le ghetto des immigrants à Toronto. Jeune garçon, il développera son instinct de survie dans les rues de son quartier. Du début du siècle jusque dans les années 50, le ghetto abritait surtout de nouveaux immigrants juifs et italiens, la plupart très pauvres. S'y côtoyaient toutes sortes de gens à la personnalité très forte. On y trouvait des lieux de contrebande et des bordels chinois, entre autres. Paul Volpe est né dans une maison infestée de rats. Il avait l'habitude de raconter à ses amis que sa mère tuait les bêtes en les étouffant de ses propres mains, afin de protéger ses enfants. Il était le fils d'Elizabeth Volpe et de son époux, lequel est disparu alors que Paul n'était qu'un enfant. Il ne l'a jamais connu. Il était le septième fils du septième fils de ses grands-parents, ce qui, selon la légende, faisait de lui le fils du diable. À 20 ans, il est un criminel sans envergure. Il vole les marchands de son quartier. On l'a surnommé le renard parce qu'il était difficile à attraper. Dans sa jeunesse, Paul Volpe était un truand. C'était un dur prêt à courir des risques. Ce genre d'attitude attirait l'attention. Paul Volpe sévit dans les rues du Ward pendant 10 ans avant d'être arrêté par les policiers. Après quelques temps passés derrière les barreaux, il se rend compte que le temps est venu d'aller au-delà de ces petites délinquances du Ward. Il entend parler d'une nouvelle arnaque à Hamilton.
Comme d'autres criminels, il s'adonnera à l'extorsion de courtiers en valeurs mobilières. Hey, bean counter. How's your day going? Good? I don't think this is a good idea anymore, Mr. Volpe. Beg your pardon? Did I ask you what you think? Did I say ask you what you think? It's just gotta stop. It's gotta stop. We just started. Il ne s'était pas rendu compte que la province était divisée en territoires. Il empiétait sur celui de Johnny Papalia à Hamilton. Le parrain Johnny Papalia est un membre en règle de la mafia. Sa position lui confère certains privilèges, dont celui d'autoriser ou non toute transaction effectuée sur son territoire. Johnny Papalia, qui avait grandi dans le milieu de la pègre, n'était pas heureux d'apprendre qu'un dénommé Volpe était en ville et qu'il extorquait de l'argent sur son territoire. Well, that wasn't too hard, no, was it? Give me a hard time again. This is Hamilton, my town. This is mine. Get out of here. Paul Volpe a toujours agi seul, mais si le renard veut survivre, il devra se faire une place au sein du crime organisé. Quand il a compris que la mafia pouvait lui ouvrir des portes, il a tissé des liens avec des mafiosi et a fini par leur demander ce qu'il devait faire pour se joindre à l'organisation. On lui a répondu et il a travaillé dur pour y arriver. Il est allé à New York et s'est créé un réseau. Il a rencontré des gens qui l'ont présenté au parrain de la famille Bonanno. Vito De Filippo est devenu son mentor. Il considérait Paul Volpe comme un homme qui allait pouvoir devenir une figure criminelle importante. Vito De Filippo, un membre principal de la mafia, allait faire de Paul Volpe son protégé et lui enseigner les traditions, les codes et les règlements de cette société secrète. L'enthousiaste renard assimile tout. Paul Volpe voyait la mafia comme un moyen de profiter de différentes opportunités. Il était sans doute attiré par l'idée de faire partie d'une organisation qui avait une telle portée. Il a participé à une cérémonie d'initiation en 1961. Il y a brûlé un morceau de papier et fait le vœu de silence. À l'âge de 34 ans, Paul Volpe est accueilli au sein de la famille criminelle de Stefano Magaddino, dit le Croque-Mort, à Buffalo. En tant que membre en règle de la mafia, formé au sein de la famille Magaddino, Paul Volpe est devenu un personnage respecté de la rue. Les gens savaient qu'il ne fallait pas l'embêter, car il pouvait faire appel à ses collègues de Buffalo. C'était un homme à prendre au sérieux. En se joignant au clan Magaddino, il est devenu évident que Paul Volpe ne se contenterait plus d'être un petit caïd de Toronto. Il avait des projets beaucoup plus ambitieux. Avec l'aura de mystère qui entoure les gens de la mafia, viennent les privilèges et les obligations. De Filippo veut mettre son protégé à l'épreuve. Fin 1963, il envoie cet ancien bandit du Ward dans les Caraïbes. La mafia était présente dans le Sud à l'époque. Alors que les années 50 ont été les meilleures de l'organisation, c'est dans les années 60 qu'elle a été active dans les Caraïbes. La mafia veut établir un casino en Haïti. Volpe est allé en Haïti parce que De Filippo avait des liens là-bas. La mafia faisait affaire avec Duvalier, un dictateur corrompu. C'était l'endroit idéal pour un casino. François Duvalier, alias Papadoc, était un toxicomane et le dirigeant suprême d'Haïti. C'était un dictateur complètement corrompu. Il avait sa police secrète, les tontons macoutes, qui battaient et torturaient les gens. Duvalier les effrayait au plus haut point.
Paul m'a raconté que lors de sa rencontre avec Papa Doc Duvalier, un homme à sa gauche et un autre à sa droite pointaient leurs mitrailleuses vers lui. Il m'a dit que les hommes semblaient espérer qu'il les provoque pour pouvoir lui tirer dessus. Paul Volpe a dit à plusieurs de ses amis proches que la seule personne qu'il avait effrayée dans sa vie était Papa Doc Duvalier. Avec une très faible marge de manœuvre, le renard doit convaincre le dictateur imprévisible de sa valeur. La première mission de Paul Volpe au sein de la mafia consiste à convaincre un des dictateurs les plus notoires du monde de lui permettre d'ouvrir un casino sur son territoire. Un bon vieux pot de vin, un avant-goût de la richesse qui attend Papa Doc Duvalier. Asseyez-vous. Le fait que Paul Volpe soit allé en Haïti me fascine. Il était prêt à aller n'importe où pour trouver des occasions d'affaires. Vito De Filippo et lui ont ouvert un casino qu'ils ont nommé l'Intercontinental. C'était le seul à l'époque en Haïti. Paul Volpe prend plaisir à occuper son nouveau rôle d'hôte du casino, l'Intercontinental. On a des photos de lui au casino. On le voit en train de s'amuser aux tables. Des gangsters et des flambeurs entraient et sortaient de son casino. Il gagnait de l'argent, il s'amusait. Il s'est rendu compte que le monde du jeu lui convenait tout à fait. Il n'avait qu'à ouvrir un casino, donner des pots de vin aux bonnes personnes et le reste se faisait tout seul. De plus, c'était une entreprise plus ou moins légitime et respectable. Paul Volpe apparaissait même sur les publicités touristiques à l'époque. Il invitait les gens à aller profiter du casino en Haïti. Les touristes, comme les gangsters, visitent l'île en grand nombre. La plupart se font avoir par les roulettes et les paquets de cartes truqués. L'argent coule à flot. Il était constamment effrayé là-bas, mais il trouvait ça excitant. La seule façon de garder le casino ouvert, c'était en payant Papa Doc Duvalier très cher. Duvalier voulait sa part des revenus du casino. Puis il a demandé une plus grande part. Il donnait de l'argent à la famille Bonanno et à Duvalier. En fin de compte, il ne lui restait pas grand-chose. Les affaires n'allaient plus très bien pour Paul Volpe. Malgré le succès du casino, l'avarice de ses partenaires gruge les profits. Volpe sait qu'il est temps pour lui de se retirer. L'aventure du casino a enseigné les hauts et les bas du monde de la mafia à Paul Volpe. Le fait de devoir donner une grande part de ses revenus à ses parrains lui a laissé peu d'argent pour lui-même. L'un des aspects de la vie de Paul Volpe que les gens ignorent, c'est qu'il était comme un soldat dans la famille Magadino. Il n'était pas un chef, il n'avait personne sous ses ordres pour lui verser de l'argent. Paul Volpe n'était pas au sommet d'une quelconque pyramide, c'était un soldat. Comme tout soldat, Paul Volpe est sur la ligne de front quand une attaque surprise est lancée. Not since underworld boss Joe Valachi testified before a U.S. Senate committee in 1963 has the mafia's tradition of omerta, the code of silence, been broken in such a major way. L'enquête sur le crime organisé d'un comité sénatorial des États-Unis dévoile la composition des familles principales de la mafia. Tous les liens nord-américains sont révélés. The Buffalo family? That's Buffalo and Canada's all one. All one. When I say Canada, I should tell you I mean Toronto. La première fois qu'on a associé Paul Volpe à la mafia, c'était sur la place publique. Une partie de la preuve exposait la structure organisationnelle de la famille Magadino de Buffalo. Dans la section des membres canadiens du clan, on pouvait voir le nom de Paul Volpe de Toronto. Ironie du sort, la révélation publique des liens de Paul Volpe avec la mafia confirme son importance dans le milieu de la pègre.
Les manières fortes comme l'extorsion des courtiers en valeurs mobilières deviennent beaucoup plus faciles à appliquer. Paul knew Dick Engle. Paul connaissait Dick Engle. C'était un agent de change dans le vieux sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'était pas des plus honnêtes. Paul était très charmant, à condition que son interlocuteur lui plaise. La notoriété de Volpe effraie tant Engle qu'il s'en remet à la police, laquelle surveillait le renard de près depuis l'audience de Valachi. Dick Engle portait un micro caché. La police a ainsi enregistré des menaces plutôt effrayantes que Paul avait proférées. Il racontait que le sang allait couler dans les rues. Ça ressemblait drôlement à de l'extorsion. Okay, put your hands behind your back. Oh, look at you. Look at you. You stool pigeon prick. Look at you. Humpty Dumpty. Why not? Me and Humpty Dumpty. De 1965 à 1968, il a tout fait pour éviter la prison. Il a essayé d'acheter les jurés, il a menacé les gens, et il a même tenté de soudoyer le procureur de la couronne. Mais puisque rien n'a fonctionné, il est allé derrière les barreaux. Il l'a pris vaillamment. Le 21 juin 1968, Paul Volpe entame une peine de 2 ans pour extorsion. Il prendra ce temps pour réfléchir à sa vie au sein de la mafia. Même si Volpe était techniquement un membre de la famille Magadino, il ne faisait pas vraiment partie de la mafia de Buffalo. C'est comme si le clan l'avait commandité, mais il ne dirigeait pas d'affaires pour eux. Volpe comprend que la mafia de Buffalo n'a aucune influence ni sur la mafia de Toronto, ni sur lui. Le renard profitera de cette faiblesse pour influencer le monde du crime organisé à Toronto. Il a su identifier un besoin dans le milieu du crime organisé et il a eu le cran d'agir. À sa sortie de prison, le renard retourne dans la rue pour réunir son propre clan. Pour créer un gang qui se respecte, il faut trouver des gens prêts à faire des introductions par effraction, de l'extorsion et du prêt usuraire. Il a passé les années 1969 et 1970 à unir une grande mafia multiculturelle canadienne. Il connaissait ces hommes depuis l'enfance. Ils étaient tous amis et ils ont grandi ensemble. Ils se faisaient donc confiance et ils croyaient l'un en l'autre. Le groupe n'a pas de membres en règle, de serment secret, de lien de sang. C'est plutôt une équipe d'experts qui ont une chose en commun, le désir de gagner de l'argent. Paul Volpe était un homme très charismatique. Dans un groupe de 150 personnes, c'est lui qu'on remarquait en premier. Les gens gravitaient autour de lui. Le charme qui attirait les criminels vers lui et son équipe, qui n'était pas une famille de la mafia, mais bien un gang, lui amenait aussi des victimes. Got some product for you, boss. What do you got? Let's see what you got, Rosie. All right. Beautiful. Good job. Hey. En 1971, le gang de Volpe dirige des opérations majeures de jeu, d'extorsion et de prêts usuraires à Toronto. Good job, Rosie. I'm happy for you. He was good to them. Il était bon pour eux. Il tenait à ce que chacun mène une bonne vie. Ils lui étaient tous fidèles. Tous les hommes qui l'entouraient le voyaient comme un roi. Volpe fait étalage de son succès. Il épouse la mannequin danoise Lisa Daholt.
puis déménage dans une énorme maison au nord de la ville. Il la baptise la Renardière. Il avait une relation intime avec son épouse. C'était une immigrante danoise très attirante. Je crois qu'elle ignorait tout des activités de Paul. Beaucoup de mafieux sont sans prétention et préfèrent vivre modestement de façon à ne pas attirer l'attention. Mais Volpe était à l'opposé. Il conduisait des voitures de luxe et possédait une maison de rêve. Le succès de Volpe attire l'attention de plusieurs, dont les acteurs d'une industrie grandissante mais troublée, qui trouveront ses liens avec la mafia très utiles. En quelques années seulement, Paul Volpe a créé sa propre famille de mafiosi ainsi que beaucoup de richesses. Malgré l'image de mafieux très riche qu'il projetait, il tenait affectueusement à la maison dans laquelle il était né. C'était la seule résidence qui restait dans la rue. Par nostalgie, il l'a gardée. Vide, mais toujours là. Preuve de son influence, Volpe a réussi à sauvegarder sa maison d'enfance du boulet de démolition d'une ville en évolution. Au début des années 70, Toronto vit une transformation majeure. Les bâtisseurs s'en mettent plein les poches. Mais les syndiqués veulent leur part du gâteau et menacent de tout paralyser en faisant la grève. Les entrepreneurs ne voulaient pas augmenter les salaires des travailleurs. Ils tenaient à construire à faible coût afin de faire les plus grands profits possibles. Ils se sont donc tournés vers Volpe, qui leur a offert d'amener les ouvriers à retourner sur les chantiers. Il nouait des liens étroits avec les syndicats des plâtriers et des charpentiers menuisiers. Ça lui a donné le pouvoir d'aider et de répondre aux besoins des entrepreneurs. Volpe profite de l'occasion pour offrir ses services aux promoteurs immobiliers de la ville. Quand l'industrie allait mal, Paul Volpe se présentait sur les chantiers. Se prétendant consultant en relations de travail, il promettait de rétablir la bonne entente en échange d'un paiement substantiel. Oh yeah, take care of everything for you, okay? You don't have to worry about it. I'm gonna do it my way. I understand. Okay. I understand. Okay. Paul Volpe avait convaincu les bâtisseurs et les promoteurs immobiliers qu'ils obtiendraient le nombre d'ouvriers dont ils avaient besoin au moment où ils le désiraient. Il leur avait aussi promis que ceux-ci ne feraient pas la grève. Il rendait des services aux bâtisseurs comme aux syndiqués et se faisait payer par les deux parties pour ses efforts. S'il n'arrivait pas à régler un problème, il envoyait ses hommes poser des bombes sur différents chantiers de construction, ce qui mettait généralement fin au conflit. Tous n'étaient pas d'accord avec les méthodes de Paul Volpe. L'industrie était devenue empreinte de violence, qu'il s'agisse d'incendies, d'agressions physiques, de blessures ou de tirs sur des employés syndiqués. C'était devenu une atteinte à l'ordre public que ni les politiciens corrompus ni les dirigeants syndicaux ne pouvaient ignorer. Un véritable tumulte a été déclenché dans le corps législatif quand un des leaders du NPD, Morton Schulman, a dénoncé l'existence d'un syndicat bidon lié à la mafia. Une fois la pègre évoquée au Parlement, on ne pouvait plus fermer les yeux sur les événements qui troublaient l'industrie. En 1974, une commission royale expose les personnages sinistres qui œuvrent dans le milieu de la construction. Ça a eu l'effet d'une bombe. Les noms des bâtisseurs, des dirigeants syndicaux et des mafieux étaient à la une de tous les journaux. Paul Volpe était au cœur du scandale. La commission d'enquête force Paul Volpe à se terrer. Mais les policiers sont maintenant aux aguets. J'étais particulièrement intéressé à Paul Volpe. Il était ma cible principale. J'ai commencé à travailler sur son dossier, puis on a ouvert une enquête sur lui. Frustrés car ils sont incapables de mettre le grappin sur un gangster reconnu, les policiers tentent de compromettre son lieutenant. Nady Kligerman dirigeait les opérations de prêt usuraire. À moins de réussir à lui faire avouer où allait l'argent, il était difficile d'atteindre Volpe. On offre 200 000 $ à Kligerman pour trahir son patron.
Je savais que ça ne fonctionnerait pas, car s'il avait dénoncé Volpe, Kligerman se serait fait tuer aussitôt. On a découvert plusieurs activités différentes dans lesquelles était impliqué M. Volpe. On menait diverses enquêtes à son sujet, mais il était si bien protégé qu'on n'arrivait pas à l'accuser. Kligerman a informé Volpe de l'intérêt de la police à son égard. Le renard veut reprendre l'avantage et décide de surprendre les policiers qui le traquent. You're gonna catch me? You catch me fair and square. Volpe m'a dit que si j'arrivais en toute légalité à le mettre derrière les barreaux, il me serrerait la main, mais que si je devais mettre 5 kilos d'héroïne dans sa voiture pour y arriver, il me traquerait. Volpe a fait toute une impression sur les policiers. Et il leur a laissé l'addition. Il deviendra plus prudent que jamais après cette rencontre. Paul transportait toujours un rouleau de pièces de 25 cents car il faisait continuellement des appels téléphoniques. Il se rendait à un téléphone public, puis allait à un second pour faire de même. Il passait d'un à l'autre afin d'éviter d'être enregistré à l'aide de micros cachés. Les agents l'ont surveillé le plus possible. La police provinciale de l'Ontario, la police métropolitaine de Toronto et la GRC travaillaient tous sur son cas. Il menait d'incroyables opérations très complexes. On essayait de rassembler des preuves contre lui, mais il se payait notre tête. Il savait tout ce qui se passait, c'était incroyable. Volpe se fie à son instinct. Il sent qu'un des membres de son clan craquera tôt ou tard. Ian Rosenberg était jeune, impulsif, habile dans le dynamitage, mais pas très fiable. Plusieurs membres du gang de Volpe le soupçonnaient d'avoir collaboré avec la police. On ne sait pas à quel point il l'a vraiment aidé. It's unclear actually how much he actually did cooperate. Quand j'ai appris que Ian avait été assassiné, j'ai pensé au proverbe « Quiconque se servira de l'épée périra par l'épée ». Cette brute était devenue un handicap pour le clan. Aucune preuve ne relie ce meurtre à Volpe et son clan. Mais aux yeux d'une équipe de journalistes d'enquête, les liens entre Volpe et les assassinats sont clairs. En 1977, ils produisent un document télévisuel détaillé sur la mafia canadienne. Un journaliste m'a appelé pour discuter de mon client, Paul Volpe. Je lui ai répondu qu'il ferait mieux de parler directement à l'intéressé. Hello. Yeah, it's Paul Volpe. BBC. Étonnamment, Volpe souhaite la bienvenue aux journalistes, confiant de pouvoir les berner. Il se comporte comme un homme d'affaires qui n'a rien à cacher. Well, yeah, okay, go ahead. You come on down and let me talk to you in person. That always works better for me, all right? Okay, I'll be waiting for you. Il n'aura qu'à user de son charme de renard. Yeah, mafia. It's like a unicorn, you know, everybody talks about them. Have you ever seen one? I'll tell you the biggest bullshitters around, the RCMP. The RCMP, they got more power than God. You gotta expose them. Look what they're doing. They come here, plant these wires in my house. What for? What did I do? Nothing. The police, they talk about organized crime, but they don't talk about the politicians. They're the biggest crooks around. Hey, I'm just trying to protect myself. You know, an informer, all he's doing is trying to hurt people. So you gotta kill him. You gotta get him out of the way. Look, cameraman, look, take a shot of that beautiful house I built for me and my wife. Look, hard-working son of an immigrant came into this country with nothing. And look at what we did with hard work. The mafia, get mafia. L'élément le plus important à retenir, c'est que Volpe s'imaginait que le journaliste croyait vraiment
qu'il n'était pas un chef de gang. That he wasn't really a mob boss. You know what? It's getting a little cold outside. What do you say we go inside, we'll get you coffee? Okay. Hey, come on. I'll take you inside for a coffee. My wife make us a nice espresso. Paul aimait être sous le feu des projecteurs. Il se plaignait d'être harcelé par les journalistes et les policiers. Mais ça lui plaisait. Volpe est curieux de voir si son plan a fonctionné. Le pays est fasciné par Connections, une émission de télévision de la CBC sur le crime organisé. Le plan de Volpe se retourne contre lui. Hey, I'm just trying to protect myself. You know, an informer, all he's doing is trying to hurt people. So you gotta kill him. You gotta get him out of the way. On comprenait très clairement le genre d'homme qu'il était en le voyant à la télévision. L'émission l'a certainement grandement offusqué. C'est sans doute l'une des pires choses qui lui soit arrivée. Les membres de la pègre n'ont pas apprécié l'apparition de Volpe à l'émission. Il y a fait très mauvaise figure et il le savait. 3 millions de téléspectateurs canadiens pensent la même chose. Cette terrible erreur de Volpe l'oblige à se terrer. Toronto n'est plus sécuritaire. Il est temps de quitter la ville. Atlantic City au New Jersey. Le jeu vient d'être légalisé. Un boom immobilier se fait sentir. Volpe compte appliquer ses vieilles arnaques dans une nouvelle ville. Organized crime is not welcome in Atlantic City. And I warn them again, keep your filthy hands out of Atlantic City. Keep the hell out of our state. Le renard ne peut résister à la construction, au casino et à un tel défi. Dans les années 1970, Atlantic City, au New Jersey, renaît. La légalisation du jeu offre une tonne d'opportunités à la mafia. Suite à la pression exercée par l'émission sur le crime organisé, Paul Volpe concentre ses opérations à Atlantic City, une ville que la mafia a déclarée ouverte. Ça signifie que d'autres familles du crime organisé ont l'autorisation de mener des activités à Atlantic City. Elles doivent signaler leur présence à la famille locale, question de l'informer de leur arrivée et de leurs activités. Angelo Bruno, alias le doux parrain, contrôle la ville. Dans le respect du protocole de la mafia, Volpe fait appel à lui. Paul Volpe est allé voir Angelo Bruno, le parrain de la mafia de Philadelphie et d'Atlantic City. Ce dernier l'a aussitôt autorisé à poursuivre ses activités. Paul Volpe ne voulait pas acheter le casino. Il comptait s'emparer de tout ce qui entourait l'établissement. Il savait que les meilleurs profits se trouvaient dans l'immobilier. Volpe se met rapidement à vendre et à acheter de l'immobilier, remuant l'argent à la pelle. Puisque les terrains prenaient rapidement de la valeur, il en achetait avec de l'argent de sources illicites. Puis, il y faisait construire des bâtiments qu'il vendait. C'est ainsi qu'il blanchissait des fonds clandestins. C'est une bonne façon de s'y prendre, car les forces policières surveillent très peu l'achat et la vente de propriétés. On n'est pas sûr des montants d'argent que Paul Volpe a blanchi dans l'immobilier. Certains disent qu'il s'agissait de millions, d'autres de dizaines, voire de centaines de millions. Le succès de Volpe est notoire. Il devient l'homme à joindre pour les mafieux qui désirent blanchir leur argent à Atlantic City. We got some money, but we gotta get it out. Okay. We need an easy outlet. That's why I'm coming to you. How much we talking about? 5, 6. 100 million? No, million. I'll give you the easiest outlet. Send it to me in AC. I tell you, there's no better place right now. That's tops. Tout le monde gagne tellement d'argent qu'une lutte de pouvoir éclate au sein de la mafia à Atlantic City. L'avidité et l'ambition prennent le dessus. Le doux parrain n'aura pas le temps de calmer le jeu. Dans les familles mafieuses, il arrive souvent que le parrain ne plaise pas aux jeunes. La seule manière de le remplacer, c'est de le faire tuer.
Angelo Bruno, le doux parrain, est assassiné par son sous-patron le 12 mars 1980. Le parrain le plus respecté d'Atlantic City et du sud du New Jersey a été brutalement assassiné. Plus de 100 personnes ont été tuées par la suite dans la bataille qu'a déclenchée Scarfo en assassinant Bruno pour s'emparer du pouvoir. L'entente qu'avait Volpe avec le doux parrain ne tenait plus. Sous la direction de Scarfo, tous ceux qui font des affaires à Atlantic City doivent payer les redevances à sa famille. Paul Volpe ne fait pas exception. Les mafiosi d'Atlantic City ont dit à Paul que s'il voulait travailler dans la ville, il devait partager ses revenus avec eux. Il leur a en quelque sorte répondu de foutre le camp. Un de mes bons informateurs m'a dit que Paul Volpe n'aimait pas partager ses profits. Puisqu'il refuse de partager, Volpe comprend qu'il est temps de partir. Il a fait de bonnes affaires, des millions de dollars, et il veut maintenant profiter de ses gains. Volpe retourne à Toronto en 1980. Il n'est plus le même homme. Il ne s'intéresse plus à la rue, ni à son clan. Il menait une belle vie, mais il n'était plus en contact avec la réalité de la rue. Il percevait encore de l'argent des syndicats et d'autres organisations, mais certaines personnes ne voyaient plus pourquoi elles devaient payer Paul Volpe. Il ne faisait rien pour le mériter. Il tentait de se retirer des affaires quotidiennes de la mafia. Il a arrêté de diriger les opérations de la rue, le prêt usuraire et l'extorsion. Il ne se concentrait plus que sur l'immobilier. Il n'avait plus vraiment de gang, ni de pouvoir. Nate Kligerman était en cavale, Chuck Hanover en prison. Certains de ces hommes étaient de bons gaillards colorés et d'habiles bandits. Mais leur loyauté était artificielle. Elle n'avait rien à voir avec celle qu'on retrouve dans les vraies familles de la mafia qui se disent unies par les liens du sang. Paul Volpe avait changé. Il voulait être plus respectable, du moins en apparence. Rendu à ce point, sa vie criminelle était pratiquement terminée. Paul Volpe est parvenu à un carrefour de sa vie. Il ne sait plus où il se situe dans le monde du crime organisé. Il s'était attiré les foudres des hommes de Philadelphie, de Buffalo, de New York et de son propre clan. Tout le monde lui en voulait. Au début des années 1980, de nouveaux gangs de criminels voyaient le jour à Toronto. Les gens au pouvoir à l'époque ne voulaient pas l'accepter. Monsieur Volpe avait mal saisi la situation. On discutait hors de portée de voix de son épouse. Quand on lui a dit que des gens voulaient le tuer, il a répondu qu'il ne voyait pas pourquoi, qu'il n'avait rien à voir avec ce monde-là. L'agent a informé Paul Volpe du sérieux de la menace. Il lui a dit que des membres de la mafia voulaient l'assassiner. Puis, il lui a demandé s'il était prêt à aider la GRC à simuler sa mort. Il voulait que Paul collabore avec eux. Étonnamment, Paul Volpe accepte d'aider la police. Il sait que le tueur à gages aura besoin d'une preuve du travail effectué. Il est allé chercher son portefeuille dans sa chambre et l'a tendu à Mark Murphy. Il lui a dit qu'il pouvait le donner au tueur comme preuve de son assassinat. La plupart des membres de la mafia sont de grands manipulateurs. C'était le cas de Paul Volpe. Il y voyait sans doute l'opportunité de se débarrasser des personnes avec qui il s'était brouillé. Volpe était assez rusé et confiant pour se jouer de différentes personnes. Il était même prêt à travailler aux côtés des policiers. Pendant que les agents simulent son assassinat, Paul Volpe se cache au quartier général de la GRC en compagnie de son épouse. En 24 heures, les policiers avaient réussi à arrêter 2 mafiosi de clans rivaux pour tentative de meurtre. Volpe avait trahi les siens. C'est une question de famille. Il a enfreint l'omerta, la loi du silence.
Il a collaboré avec la police pour piéger les siens. Les hommes d'honneur règlent eux-mêmes leurs problèmes. Ils ne s'associent jamais à la police. Il collaborait avec les policiers tout en occupant son poste de chef de gang. Dans le milieu macho de la mafia, c'était scandaleux, du jamais vu. Le renard a tourné le dos à la mafia. Si celle-ci se venge, Volpe n'aura aucune chance. Le milieu a finalement appris que Paul était un mouchard. Les hommes l'ont alors soupçonné de collaborer avec la police depuis longtemps. Ça a mis le feu aux poudres. C'est dans la rue que Volpe a juré sa loyauté envers la mafia. Sa trahison est impardonnable. Ces trois hommes planifiaient certainement un coup. Ils se sont rencontrés, ont discuté, puis peu après, ils ont fait un tas d'appels téléphoniques à Montréal, à New York et en Italie. Hey, Marco. Like you again. Oh yeah, go ahead. Let's hear the story. Go ahead. D'une part, il savait qu'il était sur un terrain glissant. D'autre part, il continuait à mener sa vie habituelle. Il faisait toujours des affaires. We're gonna meet in 20 minutes, but I'm gonna give you a little bit of advice, okay? You better be on time. Sounds good. Okay. Ciao. Listen, baby, I gotta step off for a little bit, okay? Where are you going? I know we're important. I just gotta go see an old friend. He called me on the phone. I haven't seen him in quite some time, okay? So I'm gonna go spend a little time with him, and I'll see you tonight, all right? Okay. Okay, honey, don't worry about a thing. Les policiers veillent sur Volpe. Ils savent que la mafia révoque rarement ses menaces de mort. Guys, you gotta move your car. You sure it's a good idea to go out today, Mr. Volpe? Listen, I understand that you're concerned. Just worry about my wife, Lisa, okay? Move the car. Keep an eye on her. Volpe a été recherché toute sa vie. Au début, c'était un pauvre Italien, harcelé par l'establishment anglais. Le racisme contre les Italiens dans les années 40 était important. Dans les années 50, il a eu des ennuis avec Papelia et avec la police. Dans les années 60, plusieurs opérations policières ont été menées contre lui pour extorsion, en plus des 5 procès qu'il a dû subir. Et dans les années 70, les 3 niveaux de police le surveillaient. Malgré tous les ennuis qu'il a eus, il a réussi à poursuivre des activités criminelles pendant 30 ans, à gagner de l'argent et à rester en vie. Quand j'ai parlé à Lisa, elle m'a dit que Paul aurait dû être rentré depuis 21 heures la veille. Je lui ai répondu qu'il était peut-être allé à une fête, ce à quoi elle a rétorqué qu'elle connaissait assez son époux pour savoir qu'il respectait toujours son heure de retour. Elle était très inquiète qu'il ne soit pas encore arrivé. Ça a été dur. Il était devenu un ami en quelque sorte. Quand j'ai appris qu'il s'était fait assassiner, j'ai trouvé ça difficile.
Même si c'était un criminel, je ne pouvais pas m'empêcher de l'apprécier. J'ai été sous le choc. Même si on savait que ça allait lui arriver un jour ou l'autre, ça nous a surpris. Paul Volpe, le renard, a connu des débuts modestes, puis est devenu tristement célèbre. Ce chef de la mafia canadienne s'est éloigné de la rue, la source de son pouvoir. Vers la fin, il a enfreint les principes de la loyauté et du silence de la mafia. À ce jour, son meurtre demeure non résolu.